millionnaire, a fait semblant d'être en faillite pendant 4 ans, jusqu'à découvrir le plan de sa femme. Nicolas Lefebvre observait son épouse Isabelle compter des pièces sur la table de la cuisine quand son téléphone sonna. C'était l'avocat confirmant qu'il ne restait plus que 2 mois avant d'atteindre les 4 ans nécessaires pour le divorce pour abandon du domicile. Depuis 4 ans, il faisait semblant d'être complètement ruiné, cachant des millions sur des comptes à l'étranger, tandis qu'il vivait dans le sous-sol de son propre manoir à Neuilly-sur-Seine, en se faisant passer pour le gardien. Son épouse le traitait avec un mépris absolu, le faisant nettoyer les toilettes et servir le café à ses amis qui se moquèrent de lui. Nicolas prit une profonde inspiration en rangeant les produits d'entretien dans le placard du sous-sol. Chaque jour dans cette mascarade pesait un peu plus sur ses épaules, mais il savait qu'il était proche de la fin. 4 ans plus tôt, lorsqu'il avait découvert les premières infidélités d'Isabelle, il avait décidé d'élaborer un plan qui exigeait patience et sacrifice. Le téléphone continuait de sonner à l'étage. Nicolas monta silencieusement l'escalier de service, comme il avait appris à le faire pour ne pas déranger la patronne. Isabelle parlait avec animation à quelqu'un. « Maître Philippe, vous êtes certain que dans 2 mois je peux entamer la procédure ?» demandait-elle en arpentant le luxueux salon, ses talons hauts résonnant sur le marbre importé. Nicolas se cacha derrière la porte de la cuisine, tendant l'oreille à chaque mot. Cette conversation pourrait contenir des informations importantes pour son plan. Oui, je comprends. Abandon affectif et abandon matériel. 4 ans complets sans subvenir aux besoins de la famille. Isabelle riait doucement. Nicolas a toujours été un faible de toute façon. Il a tout perdu dans la crise, et maintenant il vit des miettes que je veux bien lui donner. Le cœur de Nicolas s'accéléra. Elle croyait vraiment qu'il avait tout perdu. La comédie fonctionnait parfaitement. Pendant toutes ces années, il avait transféré secrètement sa fortune sur des comptes dans des paradis fiscaux, ne laissant que des dettes apparentes en France. « Bien sûr que je vais partager les biens avec vous, maître, » continua Isabelle. « Vous m'aidez tellement dans cette procédure. 50% de tout ce que je pourrai récupérer sera pour vous. » Nicolas serra les poings. Voilà donc. Isabelle avait conclu un accord avec l'avocat pour partager ce qu'elle croyait être son patrimoine. Mais il y avait plus à venir. « Et Bastien ?» demanda-t-elle, baissant la voix. « Il est au courant de tout, n'est-ce pas? Quand je me serai débarrassé de ce poids mort, nous pourrons enfin être ensemble. » Bastien. Nicolas connaissait bien ce nom. Bastien Morel était le coach sportif d'Isabelle, 20 ans de moins, qui venait à la maison 3 fois par semaine. Nicolas avait toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose entre eux, mais en entendre la confirmation faisait encore mal. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Je continue maintenant. Isabelle raccrocha et Nicolas retourna vite au sous-sol. Il avait besoin de digérer tout ce qu'il venait d'entendre. Il s'assit sur le lit simple qu'il avait installé au sous-sol, entre des cartons d'archives et du matériel de nettoyage. Cette pièce humide et mal éclairée était devenue son foyer ces dernières années. Il sortit un téléphone portable caché derrière l'un des cartons. C'était un appareil qu'Isabelle ne savait pas exister, enregistré au nom d'une de ses sociétés écrans. Il composa un numéro connu. « Allô, monsieur Gérard ? C'est Nicolas. » Gérard Bernard était son comptable depuis plus de 20 ans, la seule personne au courant de la vérité sur sa situation financière. C'était un homme de confiance, discret, qui avait aidé Nicolas à monter toute cette mise en scène. « Nicolas, mon ami, comment se passe la journée ?» demanda Gérard de sa voix toujours calme. « Compliqué, monsieur Gérard. Je viens d'entendre une conversation d'Isabelle. Elle est vraiment décidée à aller jusqu'au divorce, et apparemment, elle a déjà un accord avec l'avocat pour partager ce qu'elle pense être nos biens. Et qu'as-tu découvert d'autre ?» Nicolas hésita un instant. Même après 4 ans, c'était encore difficile de parler de la trahison. « Elle est vraiment avec le coach sportif, Bastien Morel. Ils prévoient de rester ensemble après le divorce. » De l'autre côté du fil, Gérard soupira. « Nicolas, es-tu sûr de vouloir continuer comme ça? Cela fait 4 ans que tu vis ainsi. Ta fille s'inquiète, tes amis pensent que tu as vraiment tout perdu. Ne serait-il pas plus simple de divorcer et d'avancer? Non, monsieur Gérard. Je dois découvrir jusqu'où Isabelle est prête à aller. Elle ne se contente pas de me tromper.
Elle essaie de me ruiner financièrement. J'ai besoin de preuves concrètes avant d'agir. » Nicolas raccrocha le téléphone et remonta. Il avait du travail à faire. Le jeudi, il nettoyait toujours le bureau d'Isabelle à l'étage supérieur de la maison. C'était dans cette pièce qu'elle gérait ses affaires personnelles et où il pourrait trouver des informations précieuses. Le bureau était élégant, avec des meubles en bois nobles et une vue imprenable sur le jardin. Nicolas commença à nettoyer les étagères, toujours attentif à tout document qui pourrait être à portée de vue. Isabelle était négligente avec les papiers importants, elle les laissait toujours traîner sur la table. C'est alors qu'il remarqua un dossier ouvert sur le bureau. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents qui attirèrent son attention. Nicolas regarda par la fenêtre pour s'assurer qu'Isabelle était dans le jardin en train de téléphoner, puis s'approcha de la table. Le premier document le glaça. C'était une police d'assurance-vie à son nom, d'une valeur de 2 millions d'euros. La date de souscription remontait à 3 ans, et le bénéficiaire était Bastien Morel. Nicolas dut se retenir à la table pour ne pas s'évanouir. Isabelle avait souscrit une assurance-vie millionnaire à son nom, à son insu, et avait désigné son amant comme bénéficiaire. Ses mains tremblaient tandis qu'il lisait les autres documents. Il y avait aussi un contrat de prêt qu'il était censé avoir signé, d'un montant de 500 000 euros, avec une garantie hypothécaire sur la maison. La signature semblait parfaite, mais Nicolas était absolument certain de n'avoir jamais signé ce document. Le troisième document le choqua encore plus. C'était un rapport d'un détective privé, contenant des photos de lui entrant et sortant d'hôtels de luxe à Paris. Les photos étaient anciennes, d'avant qu'il ne commence à simuler la faillite, mais elles étaient utilisées comme preuve qu'il maintenait un train de vie élevé tout en prétendant être ruiné. Nicolas photographia tous les documents avec son téléphone secret et retourna rapidement au nettoyage. Isabelle tramait quelque chose de bien plus élaboré qu'il ne l'imaginait. Elle ne voulait pas seulement le divorce, elle voulait le détruire complètement. Quand Isabelle entra dans le bureau, Nicolas était en train d'essuyer la fenêtre, faisant semblant d'être concentré sur son travail. « Nicolas, quand tu auras fini ici, tu peux préparer le déjeuner. Bastien vient pour l'entraînement aujourd'hui et il a toujours faim après, » dit-elle sans même le regarder. « Oui, madame Isabelle. À quelle heure arrive-t-il ? » ?»« Midi. Et n'oublie pas de préparer ce jus de céleri qu'il aime. Ah, et tu peux mettre des serviettes propres dans la suite d'amis. Il voudra prendre une douche après l'entraînement. » Nicolas acquiesça et sortit du bureau. La suite d'amis se trouvait au même étage que le bureau, bien loin de la chambre principale du couple. Il était évident qu'Isabelle et Bastien utilisaient cet espace pour leur rendez-vous. Tout en préparant le déjeuner, Nicolas réfléchissait à la manière d'aborder Bastien. Il avait besoin de plus d'informations sur ses plans et ceux d'Isabelle. Mais comment un simple gardien pourrait-il discuter avec le coach sportif sans éveiller les soupçons? Bastien arriva ponctuellement à midi. C'était un homme grand, musclé, d'environ 35 ans. Il saluait toujours Nicolas poliment, mais avec cette condescendance typique de quelqu'un qui considère l'autre comme inférieur. « Alors, Nicolas, comment va la vie ?» demanda Bastien en laissant son sac à l'entrée de la maison. « Ça va, Bastien, ça va ?» répondit Nicolas en s'essuyant les mains sur son tablier. « Le déjeuner est prêt. Madame Isabelle m'a demandé de vous prévenir qu'elle se prépare et qu'elle descend. »« Merci, mec. T'es un type sympa, tu sais. Toujours serviable. » Nicolas ressentit une pointe de colère, mais garda une expression neutre. Cet homme couchait avec sa femme et le complimentait encore comme s'il lui faisait une faveur. « Bastien, je peux te poser une question ?» dit Nicolas, en feignant l'hésitation. « Bien sûr, vas-y. Tu trouves que madame Isabelle va bien ? » Dernièrement, elle a l'air un peu stressée, nerveuse. Je travaille ici depuis 4 ans et je ne l'ai jamais vue comme ça. Bastien rit doucement et s'approcha de Nicolas, comme pour partager un secret. « Mon pote, entre nous, Isabelle traverse des problèmes personnels compliqués. Son ex-mari, tu vois le genre? Le type a disparu et l'a laissé tomber. Maintenant, elle essaie de se débarrasser de ce poids et de commencer une nouvelle vie. »« Son ex-mari ?» fit Nicolas en feignant la surprise. « Je croyais qu'ils étaient encore mariés. Techniquement, ils le sont encore, mais pas pour longtemps. Dans 2 mois, elle obtiendra le divorce. Et alors ?» Bastien fit un clin d'œil. « Alors sa vie va complètement changer. Tant mieux pour elle. Madame Isabelle mérite d'être heureuse.
Elle le mérite vraiment, et elle le sera, c'est sûr. À ce moment-là, Isabelle descendit les escaliers. Elle portait un ensemble de sport moulant qui mettait en valeur sa silhouette encore attirante à 52 ans. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval haute et elle souriait d'une façon que Nicolas n'avait pas vue depuis longtemps. « Salut, mon amour », dit-elle en embrassant Bastien sur la bouche, juste devant Nicolas. Nicolas sentit son estomac se retourner, mais garda une expression impassible. Isabelle n'avait jamais montré autant d'affection pour lui, même dans les premières années de mariage. « Le déjeuner est servi sur la véranda », annonça Nicolas. « Merci, Nicolas. Ensuite, tu peux aller te reposer. Nous n'aurons besoin de rien d'autre cet après-midi, » dit Isabelle, toujours enlacée avec Bastien. Nicolas savait ce que cela signifiait. Il voulait de l'intimité pour leur rendez-vous. Une humiliation de plus à avaler. Il retourna à la cave et appela de nouveau Gérard. Il devait lui raconter les découvertes du jour. « Monsieur Gérard, la situation est pire que ce que nous imaginions. Isabelle a souscrit une assurance vie à mon nom, d'une valeur de 2 millions d'euros, avec le coach sportif comme bénéficiaire. Nicolas, c'est très grave. Tu dois quitter cette maison maintenant. » « Je ne peux pas. Je n'ai pas encore assez de preuves. Et il y a plus. Elle a falsifié ma signature sur un contrat de prêt. Elle monte un stratagème pour m'incriminer pour fraude. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais continuer à faire semblant jusqu'au dernier jour, mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Quand les 2 mois seront écoulés, je veux être prêt pour la révélation finale. » Nicolas passa le reste de l'après-midi à planifier les prochaines étapes. Il savait qu'Isabelle montait un dossier contre lui, mais elle n'avait pas idée qu'il documentait tout. Le lendemain, vendredi, Isabelle reçut un appel qui changea l'ambiance de la maison. « Chloé, ma fille !» cria-t-elle, émue. « Quand arrives-tu? La semaine prochaine? Quelle merveilleuse surprise !» Nicolas s'arrêta de balayer le salon pour mieux écouter. Chloé était sa fille, qui vivait au Canada depuis 5 ans, travaillant dans une entreprise de technologie. Elle ne savait rien de la situation actuelle de ses parents. « Bien sûr que tu peux rester ici à la maison, mon amour. C'est ton foyer, » continua Isabelle. « Ah, juste une chose. Ton père ne vit plus ici. Nous sommes séparés depuis 4 ans. Mais ne t'inquiète pas, il va bien. Il habite ailleurs. » Nicolas ferma les yeux. Isabelle mentait à sa fille, créant une version de l'histoire qui l'arrangeait. Chloé ne savait pas que son père vivait comme gardien dans sa propre maison. « Oui, ma chérie, ce fut une décision difficile, mais nécessaire. Ton père a eu des problèmes financiers et... Bon, quand tu arriveras, je t'expliquerai mieux. » La communication prit fin et Isabelle resta silencieuse quelques minutes. Nicolas remarqua qu'elle semblait préoccupée. L'arrivée de Chloé représentait une complication dans ses plans. Isabelle reprit le téléphone et appela quelqu'un. « Bastien, il vaut mieux que tu ne viennes pas ici la semaine prochaine. Ma fille revient de l'étranger et... il vaut mieux éviter toute situation embarrassante. » Nicolas sourit pour la première fois depuis longtemps. Isabelle était nerveuse. La présence de Chloé pourrait exposer son imposture. Pendant le week-end, Isabelle passa des heures à préparer la chambre de Chloé et à planifier comment expliquer la situation. Nicolas continua ses activités habituelles, mais remarqua qu'elle était plus attentive à ses mouvements. Le lundi matin, pendant que Nicolas nettoyait la piscine, Isabelle s'approcha de lui. « Nicolas, il faut que je te parle, » dit-elle, d'un ton plus sérieux que d'habitude. « Oui, madame Isabelle. »« Ma fille arrive demain, elle ne sait pas notre nouvelle dynamique ici à la maison. Il vaut mieux que tu évites de te montrer trop quand elle sera là. »« Comment ça, madame Isabelle ? » ?»« Eh bien, elle croit encore que tu es mon ex-mari, pas mon employé. Ce serait embarrassant pour tout le monde si elle découvrait que tu travailles ici maintenant. » Nicolas feignit l'embarras. « Je comprends, madame Isabelle. Que suggérez-vous ? Quand elle sera à la maison, tu restes au sous-sol. Je lui dirai que j'ai engagé un gardien qui habite en bas. Ainsi, nous éviterons des explications compliquées. Et si elle veut me saluer ?» Isabelle hésita un instant. « Tu as beaucoup changé ces dernières années, Nicolas. Tu as maigri, tu t'es laissé pousser la barbe. Peut-être qu'elle ne te reconnaîtra même pas tout de suite. Et c'est mieux comme ça. » Nicolas acquiesça, mais intérieurement, il planifiait autre chose. L'arrivée de Chloé serait une occasion en or pour révéler toute la vérité, mais il devait être très prudent. Le lendemain, mardi, Chloé arriva de l'aéroport en taxi. Nicolas était dans le jardin quand il la vit descendre de la voiture,
et son cœur se remplit de joie. Sa fille était magnifique, plus mature, 28 ans bien vécus. Chloé embrassa Isabelle sur le pas de la porte et elles discutèrent joyeusement. Nicolas se cacha derrière les arbres pour ne pas être vu, mais il pouvait entendre une partie de la conversation. « Maman, la maison est exactement pareille. Il me manque juste papa, » dit Chloé en regardant autour d'elle. « Je sais, ma chérie. Mais c'était mieux ainsi. Ton père, il a beaucoup changé après la crise. Changé. Il est devenu une personne très difficile à vivre. Mais où habite-t-il maintenant? Vous vous parlez? Rarement. Il a loué un petit appartement dans le centre-ville. Il essaie de reconstruire sa vie. » Nicolas secoua la tête. Encore des mensonges. Isabelle créait un récit complet pour tromper sa fille. « Et toi, maman, comment tu gères tout ça ?» demanda Chloé en embrassant Isabelle à nouveau. « Je vais bien, ma fille. En fait, je vais beaucoup mieux. J'ai découvert que je suis plus forte que je ne le pensais. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidée dans cette période difficile. Tant mieux, maman. Tu mérites d'être heureuse. » Les deux entrèrent dans la maison, et Nicolas resta dans le jardin, perdu dans ses pensées. Revoir Chloé lui fit se demander si toute cette mascarade en valait la peine. Cela faisait 4 ans qu'il n'avait pas parlé convenablement à sa fille, qu'il ne pouvait pas lui dire la vérité sur sa situation. Dans l'après-midi, Nicolas entendit mère et fille discuter dans le salon. Chloé posait des questions sur la situation financière, sur comment Isabelle se débrouillait. « Ne t'inquiète pas pour ça, ma chérie. J'ai toujours été une femme indépendante. J'ai mes économies et quelques placements que ton père ne connaissait pas. » Nicolas haussa les sourcils. « Quel placement? Isabelle n'a jamais eu de revenus propres pendant le mariage. Tout ce qu'elle dépensait venait de son argent. « Et la maison? Vous avez réussi à tout diviser correctement ?» demanda Chloé. « Nous sommes encore en train de régler ça devant la justice. Mais ne t'inquiète pas, je vais garder la maison. Ton père a accepté de me transférer la possession en guise de pension. Un mensonge de plus. » Nicolas n'avait jamais accepté quoi que ce soit, d'autant qu'Isabelle ne savait même pas où il se trouvait officiellement. En fin d'après-midi, Chloé voulut visiter le jardin. Nicolas dut se cacher rapidement dans la cave lorsqu'il entendit ses pas s'approcher. « Maman, qui est cet homme qui nettoyait la piscine ce matin ?» demanda Chloé. Nicolas s'arrêta pour écouter la réponse d'Isabelle. « Ah, c'est Nicolas, le gardien. Je l'ai engagé pour s'occuper de la maison et du jardin. C'est un homme très travailleur. » « Nicolas, comme le nom de papa. C'est une coïncidence. C'est un nom courant. Je peux le saluer? Je l'ai trouvé un peu familier. »« Non, ma chérie, il est très timide, un peu bizarre. Il vaut mieux le laisser travailler tranquille. » Nicolas serra les poings. Isabelle faisait tout pour l'empêcher de parler à sa fille. Cette nuit-là, Nicolas parvint à peine à dormir. Il était à quelques mètres de Chloé, mais il ne pouvait même pas dire bonjour. La situation devenait insupportable. Le lendemain matin, mercredi, Nicolas eut une idée. Chloé se levait toujours tôt pour courir. C'était une habitude qu'elle avait depuis l'adolescence. S'il chronométrait bien, il pourrait la rencontrer par hasard dans le jardin. À 6 heures du matin, Nicolas faisait semblant d'arroser les plantes quand Chloé sortit de la maison en tenue de course. Elle le vit et lui fit un signe poli. « Bonjour, » dit-elle en s'approchant. « Bonjour, mademoiselle Chloé, » répondit Nicolas en baissant la tête pour qu'elle ne voie pas bien son visage. « Vous êtes Nicolas, n'est-ce pas? Le gardien? »« Oui, mademoiselle. »« Désolé pour la curiosité, mais vous me rappelez quelqu'un. Votre visage m'est familier. » Nicolas sentit son cœur s'accélérer. Chloé était sur le point de le reconnaître. « Ce doit être une impression, mademoiselle. J'ai un de ces visages communs, » dit-il en gardant la voix plus grave que d'habitude. « C'est... peut-être. Bon, je vais courir un peu. À tout à l'heure. »« À tout à l'heure, mademoiselle. » Chloé partit pour sa course, et Nicolas soupira de soulagement. Il avait failli être découvert. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Quand Chloé revint de sa course, Nicolas s'était déjà caché de nouveau. Mais elle resta agitée toute la journée, essayant de se rappeler où elle connaissait cet homme. Pendant le déjeuner, Chloé revint sur le sujet. « Maman, es-tu sûre de bien connaître ce gardien? Il m'a mise mal à l'aise hier. »« Pourquoi, ma fille? » ?»« Je ne sais pas expliquer. Il me rappelle quelqu'un, mais je n'arrive pas à me souvenir qui. Et sa voix...
Je l'ai trouvée familière. Isabelle devint visiblement nerveuse. Chloé, tu imagines des choses. C'est juste un employé. Et écoute, il vaut mieux que tu ne parles pas trop avec lui. Nous ne connaissons pas grand-chose de son passé. C'est étrange, maman. Tu l'as engagé sans le connaître? Il a été recommandé par la voisine. Mais bref, il vaut mieux garder ses distances. Nicolas écoutait la conversation depuis la cuisine et remarqua le désespoir croissant dans la voix d'Isabelle. Elle avait peur que Chloé découvre la vérité. Cet après-midi-là, Nicolas décida de prendre un risque calculé. Il savait que Chloé avait l'habitude de lire dans le jardin après le déjeuner. Alors il laissa intentionnellement une vieille photo de lui et de Chloé sur le banc où elle s'asseyait toujours. La photo datait d'un voyage qu'ils avaient fait ensemble à Chamonix quand Chloé avait 20 ans. Nicolas avait moins de barbe et était plus gros, mais il était encore reconnaissable. Chloé trouva la photo et la regarda plusieurs minutes. Nicolas observait de loin, caché derrière un arbre. « Maman !» cria Chloé en courant vers la maison. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé !» Isabelle apparut sur la terrasse et vit la photo dans les mains de sa fille. « Où as-tu trouvé ça ?» Elle était sur le banc du jardin. « Maman, c'est une photo de moi avec papa. Comment est-elle arrivée ici ?» Isabelle prit la photo et l'examina, essayant de trouver une explication. « Elle a dû tomber d'une boîte que je rangeais. Je triais des affaires de ton père pour les donner. »« Maman, il faut que je parle à papa. Tu peux me donner son numéro ?» Isabelle hésita. Elle n'avait pas moyen de donner un numéro qui n'existait pas. « Chloé et ton père, ils traversent une période très difficile. Je pense qu'il vaut mieux ne pas le déranger maintenant. »« Comment ça, le déranger ? C'est mon père, maman, j'ai le droit de lui parler. »« Je sais, ma chérie, mais il suit un traitement. Pour la dépression. Le médecin a recommandé qu'il évite tout contact avec la famille pendant un moment. » Nicolas n'en croyait pas ses oreilles. Isabelle inventait qu'il avait une dépression pour éloigner sa fille. « Maman, ça n'a aucun sens. Papa n'a jamais eu de dépression. Et même si c'était le cas, pourquoi éviterait-il le contact avec moi ? Chloé, tu ne comprends pas comment la situation l'a affecté. Ton père a toujours été très fier. Tout perdre, devoir dépendre des autres, ça l'a brisé de l'intérieur. » Chloé resta silencieuse quelques minutes, digérant l'information. « D'accord, maman. Mais quand il ira mieux, je veux que tu me préviennes. Promis ? » »« Promis, ma fille. » Nicolas observa toute la scène depuis le jardin, le cœur brisé. Isabelle détruisait systématiquement sa relation avec sa fille en créant une image de lui comme un homme brisé et malade. Ce soir-là, Nicolas prit une décision. Il ne pouvait plus rester silencieux. Il devait trouver un moyen de communiquer avec Chloé sans éveiller les soupçons d'Isabelle. Le lendemain matin, jeudi, Nicolas glissa un mot sous la porte de la chambre de Chloé. Le mot disait simplement « Ta mère ment. Retrouve-moi au garage à 10 heures. Papa. » À 10 heures, Nicolas était au garage, nerveux et anxieux. Il ne savait pas si Chloé viendrait ou si elle raconterait tout à Isabelle. Quelques minutes plus tard, Chloé entra dans le garage tenant le mot. « Nicolas ?» dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Nicolas ôta sa casquette et leva le visage. Chloé écarquilla les yeux et porta la main à sa bouche. « Papa, c'est vraiment toi ?»« Bonjour, ma fille, » dit Nicolas, la voix étranglée. Chloé courut l'embrasser, se mettant à pleurer. « Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Pourquoi maman a dit que tu ne vivais plus ici ?» Nicolas serra sa fille dans ses bras, ressentant pour la première fois depuis 4 ans la sensation d'être entier. « Chloé, c'est une longue histoire, mais j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement et que tu n'en parles pas encore à ta mère. Pourquoi, papa? Je suis perdu. Assieds-toi avec moi, ma fille. Je vais te dire toute la vérité. » Nicolas raconta tout à Chloé. La découverte des infidélités d'Isabelle, la décision de simuler la faillite, les 4 ans vécus comme gardien, tout ce qu'il avait découvert sur les plans d'Isabelle et Bastien. Chloé écoutait en silence, ses expressions oscillant entre choc, colère et tristesse. « Papa, c'est de la folie. Pourquoi ne t'es-tu pas simplement divorcé ?»« Parce que j'avais besoin de preuves, Chloé. Ta mère ne fait pas que me tromper, elle essaie de me détruire. L'assurance vie, les documents falsifiés, tout ça peut me mettre dans de sérieux problèmes. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire ? Dans 6 semaines,
les 4 ans qu'il lui faut pour demander le divorce pour abandon du domicile seront complets. C'est à ce moment-là que je révélerai tout, mais j'ai besoin que tu m'aides. Comment, papa? D'abord, je dois que tu continues de faire comme si tu ne m'avais pas reconnu. Il est essentiel que ta mère ne se doute de rien. Ensuite, j'ai besoin que tu m'aides à obtenir plus de preuves de ses plans. Chloé acquiesça, digérant encore toutes ces informations. Papa, je suis désolé pour tout ce que tu as vécu. J'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas. Tu ne pouvais pas le savoir, ma fille. J'ai choisi de garder le secret pour te protéger. Mais maintenant que tu es là, nous pouvons travailler ensemble. Le père et la fille s'étreignirent à nouveau avant de se séparer. Chloé rentra chez elle en feignant la normalité, tandis que Nicolas reprit ses activités de gardien. Pendant le déjeuner, Chloé observa Isabelle avec un œil nouveau. Chaque mensonge de sa mère sonnait désormais différemment. « Maman, j'ai beaucoup pensé à papa. Je pense que je devrais au moins lui envoyer un message. Chloé, je t'ai déjà expliqué, il a besoin de temps. Mais maman, et s'il a besoin d'aide? Et si sa dépression empire ?» Isabelle était clairement mal à l'aise. « Chloé, je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois me faire confiance. Quand ce sera le bon moment, je te préviendrai. »« D'accord, maman. » Cet après-midi-là, Chloé fit semblant de sortir se promener, mais en réalité, elle resta cachée dans le jardin pour observer la maison. Elle voulait voir de ses propres yeux la dynamique entre Isabelle et le coach sportif. À 3 heures, Bastien arriva. Chloé se cacha derrière les arbres pour assister à la scène. Isabelle accueillit Bastien par un baiser passionné sur le pas de la porte. Ils parlèrent à voix basse pendant quelques minutes avant d'entrer dans la maison. Chloé s'approcha de la fenêtre du salon pour essayer d'écouter la conversation. « Mon chéri, j'ai hâte que tout cela se termine, » disait Isabelle. « Encore 6 semaines et nous serons libres. »« Et tu es sûr que le plan va marcher ?» demanda Bastien. « Oui, l'avocat a garanti qu'avec les documents que nous avons obtenus, il n'y aura pas de contestation. Et avec l'assurance vie, Isabelle, ça me rend nerveux. Et si quelque chose tourne mal? Rien ne tournera mal, mon amour. Nicolas a disparu il y a 4 ans. Personne ne sait où il est. Officiellement, il a abandonné sa famille. Quand nous obtiendrons le divorce, j'hériterai de tout ce qui reste de ses biens, et toi? » Isabelle s'arrêta de parler et regarda par la fenêtre. Chloé se cacha rapidement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Bastien. « Rien. J'ai cru voir quelque chose dans le jardin. Ce devait être le gardien. En parlant du gardien, tu ne trouves pas bizarre qu'il ressemble tant à Nicolas sur les photos que tu m'as montrées ?» Chloé retint son souffle. Bastien avait remarqué la ressemblance. « Bastien, Nicolas était gros et sans barbe. Ce gardien est maigre et barbu. Ce n'est pas parce qu'ils ont la même taille que ça signifie quoi que ce soit. » « Si tu le dis. » La conversation changea de sujet, mais Chloé en avait déjà assez entendu. Isabelle et Bastien préparèrent bien quelque chose avec l'assurance vie du père. Ce soir-là, Chloé retrouva Nicolas dans le garage. « Papa, j'ai entendu la conversation de maman avec Bastien aujourd'hui. Il prépare vraiment à utiliser l'assurance vie. »« Je le savais. Et qu'as-tu entendu d'autre ?»« Ils ont parlé des documents qu'ils ont obtenus. De l'avocat. Papa, je pense qu'ils préparent quelque chose de bien pire qu'un simple divorce. » Nicolas acquiesça gravement. « Chloé, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Demain, quand ta mère sortira, je veux que tu fouilles son bureau pour trouver un numéro de téléphone de Bastien. Il faut que je lui parle. » « Lui parler ? Papa, c'est dangereux. Pas s'il croit qu'il parle à un gardien désespéré. J'ai un plan. » Le lendemain, vendredi, Isabelle sortit faire des courses. Chloé en profita pour fouiller le bureau de sa mère et trouva la carte de visite de Bastien avec son téléphone personnel. Nicolas appela Bastien depuis une cabine téléphonique près de la maison. « Allô ?» répondit Bastien. « Bastien ? C'est Nicolas, le gardien de Madame Isabelle. »« Salut, Nicolas. Qu'est-ce qu'il y a ? Mec, il faut que je te parle. C'est au sujet de Madame Isabelle et de son ex-mari. Il y eut une pause à l'autre bout. Comment ça ? Mec, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai des informations sur où se trouve Nicolas Lefebvre. » Bastien resta silencieux quelques secondes. « Quel genre d'informations ? Écoute, je préfère te parler en personne. Tu peux me retrouver ce soir ? C'est important. Où ? Sur le parking de la salle de sport où tu travailles. À 9 heures. D'accord. Mais, mon vieux, si tu inventes quelque chose...
Je n'invente rien, Bastien. C'est sérieux. Nicolas raccrocha le téléphone, le cœur battant. Il était sur le point de franchir l'étape la plus risquée de tout son plan. À 9 heures du soir, Nicolas se tenait sur le parking de la salle de sport, nerveux et anxieux. Bastien arriva à l'heure pile, visiblement curieux et méfiant. « Alors, Nicolas, de quoi voulais-tu parler ?»« Bastien, je vais être direct avec toi. Je suis au courant pour toi et Madame Isabelle. » Bastien se crispa. « De quoi tu parles ? Mon vieux, je ne suis pas aveugle. Vous êtes ensemble depuis des années, et je sais que vous préparez un coup contre son ex-mari. »« Nicolas, tu délires. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bastien, je nettoie la maison chaque semaine. Je vois les documents sur son bureau, j'entends les conversations. Vous prévoyez de vous débarrasser de Nicolas Lefebvre une fois pour toutes. » Bastien regarda autour de lui pour s'assurer qu'il n'y avait personne. « Mon vieux, même si c'était vrai, pourquoi tu me racontes ça ?»« Parce que je veux ma part, Bastien. »« Une part de quoi ?»« De l'assurance vie. Je suis au courant de la police de 2 millions. Je sais que tu es le bénéficiaire, et je sais que vous prévoyez de... Enfin, vous savez ce que vous prévoyez. » Bastien pâlit. « Tu es fou si tu crois que je vais admettre quoi que ce soit. Bastien, je ne te menace pas. Je te propose mon aide. Je sais où se trouve Nicolas Lefebvre. Il est vivant, il se cache, mais je peux vous aider à le trouver. »« Comment tu sais où il est ?» Nicolas prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. « Parce que je le vois chaque semaine. Il loge dans une pension du centre-ville. Il est complètement ruiné, dépressif, accro à l'alcool. Ce serait très facile de faire passer ça pour un accident. » Bastien écarquilla les yeux. « Mon vieux, tu parles de... » »« Je parle de 2 millions d'euros, Bastien. Assez d'argent pour que vous puissiez commencer une nouvelle vie ensemble. Et tout ce que je veux, c'est 10%, 200 000. C'est une somme juste pour mon silence et mon aide. » Bastien resta silencieux plusieurs minutes, réfléchissant visiblement à la proposition. « Et comment je sais que je peux te faire confiance ? Mon vieux, je suis un gardien de 50 ans qui gagne 1 000 euros par mois. C'est la chance de ma vie d'avoir un peu d'argent. Pourquoi je te dénoncerai ? Et tu es sûr que c'est bien Nicolas Lefebvre ? Oui. Je lui ai parlé plusieurs fois. Il est complètement à bout, parle de son ex-femme avec rancœur, boit trop. Ce serait facile de le convaincre de vous rencontrer dans un endroit isolé. » Bastien secoua la tête, digérant encore l'information. « Mon vieux, c'est très risqué. Si ça tourne mal... » « Bastien, vous préparez ça depuis des années. L'assurance est déjà souscrite, les documents déjà falsifiés. Il ne manque que l'occasion. Et je te l'offre, cette occasion. Laisse-moi d'abord en parler avec Isabelle. »« D'accord, mais ne tardez pas trop. Il peut disparaître à nouveau à tout moment. » Nicolas enregistrait toute la conversation avec son téléphone caché dans sa poche. Bastien venait d'avouer qu'il était au courant de l'assurance vie et des documents falsifiés. « Nicolas, si tu nous mènes en bateau, tu sais que tu peux avoir des problèmes, hein ? Je sais, mon vieux, mais je sais aussi que vous avez besoin de moi autant que j'ai besoin de vous. » Bastien quitta le parking, visiblement secoué. Nicolas rentra chez lui en sentant qu'il avait fait un pas important dans son plan, mais aussi en sachant qu'il évoluait désormais sur un terrain très dangereux. Le samedi matin, Chloé remarqua qu'Isabelle était extrêmement nerveuse. Elle parlait à voix basse au téléphone et semblait agitée. Pendant le déjeuner, Isabelle annonça qu'elle devait sortir pour régler quelques affaires. « Ma chérie, je sors cet après-midi. Tu vas bien rester seule ici ?»« Bien sûr, maman. Je vais en profiter pour lire. » Dès qu'Isabelle fut partie, Chloé courut retrouver Nicolas. « Papa, maman est très bizarre aujourd'hui. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. »« Je sais, ma fille. Hier soir, j'ai parlé à Bastien et j'ai semé quelques graines. Maintenant, ils doivent discuter des prochaines étapes. Papa, j'ai peur. Et s'il découvre qui tu es vraiment ? Chloé, nous sommes allés trop loin pour abandonner maintenant. Encore quelques semaines, et tout cela va finir. » Isabelle est rentrée à la maison en fin d'après-midi avec une expression déterminée. Pendant le dîner, elle était étrangement animée. « Chloé, chérie, et si on faisait un voyage ensemble ? Cela fait si longtemps que nous n'avons pas passé du temps toutes les deux. »« Un voyage, maman ? Où ça ? » ?»« J'ai pensé qu'on pourrait aller à Saint-Tropez pour quelques jours. Qu'en penses-tu » Chloé regarda sa mère, méfiante. « Quand pensais-tu y aller ? » ?»« La semaine prochaine. Nous pouvons partir lundi et revenir vendredi. » Nicolas, qui servait le dîner, sentit un frisson dans le dos.
Isabelle voulait éloigner Chloé de la maison justement la semaine où il soupçonnait qu'elle et Bastien mettraient leur plan à exécution. « Je ne sais pas, maman. Je viens juste de rentrer de voyage. Je pensais plutôt rester à la maison. »« Ah, chérie, ce sera bon pour nous. Nous pourrons discuter, rattraper le temps perdu. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas eu de temps, rien que nous deux. » Chloé regarda discrètement Nicolas, qui secoua la tête presque imperceptiblement. « Maman, et si on remettait ça au mois prochain? Je m'adapte encore au décalage horaire. » Isabelle fut visiblement contrariée, mais tenta de le cacher. « Très bien, ma fille, comme tu veux. » Cette nuit-là, Nicolas et Chloé se retrouvèrent à nouveau. « Papa, pourquoi n'as-tu pas voulu que je parte en voyage avec maman? »« Parce que, ma fille, ils veulent que tu quittes la maison pour mettre le plan à exécution. Si tu voyages, tu seras sans témoin de ce qui se passera ici. »« Quel plan, papa ?» Nicolas hésita. Il ne voulait pas effrayer Chloé, mais elle devait connaître la vérité. « Chloé, je crois qu'il prévoit de simuler ma disparition et d'utiliser l'assurance vie. » Chloé devint pâle. « Papa, c'est très sérieux. Nous devons appeler la police. »« Pas encore, ma fille. Nous n'avons pas assez de preuves. Ils peuvent prétendre que tout n'était qu'un malentendu. Je dois les prendre en flagrant délit. »« Mais papa, si quelque chose t'arrive, il ne m'arrivera rien, Chloé. J'ai tout prévu. Mais j'ai besoin que tu aies confiance en moi et que tu continues à faire comme si tu ne savais rien. » Le dimanche, Bastien vint à la maison pour s'entraîner avec Isabelle. Nicolas observa que les deux parlaient à voix basse et semblaient finaliser un plan. Pendant l'entraînement, Nicolas fit semblant de nettoyer la zone de la piscine pour essayer d'écouter la conversation. « Tu es sûr qu'il va venir ?» demanda Isabelle. Le gardien a dit oui. Il a dit que Nicolas est désespéré pour de l'argent et qu'il accepterait n'importe quoi pour quelques sous. « Et tu fais confiance à ce gardien ?» Isabelle. « Le type veut 200 000 euros. Avec cette somme, il peut disparaître du pays. Il ne va pas nous trahir. » Et où aurait lieu la rencontre? Le gardien a suggéré le hangar abandonné sur la route de Versailles. C'est isolé, sans caméra, sans témoin. Nicolas sentit le sang se glacer. Il prévoyait vraiment une rencontre dans un endroit isolé. Le plan devenait plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. « Et ensuite ?» demanda Isabelle. « Ensuite, mon amour, nous serons enfin libres. Nous attendrons quelques mois pour ne pas éveiller les soupçons, et puis nous réclamerons l'assurance. Bastien, es-tu sûr que ça ne va pas mal tourner? Isabelle, nous avons pensé à tout. Nicolas va disparaître officiellement. Dans quelques années, quand il sera déclaré légalement absent, tu hériteras de l'assurance, et nous commencerons notre nouvelle vie. » Nicolas sortit de là les jambes tremblantes. Il ne planifiait pas seulement un divorce ou une escroquerie financière, il planifiait quelque chose de bien pire. Cette nuit-là, Nicolas appela Gérard. « Monsieur Gérard, la situation a échappé à tout contrôle. Il prévoit de m'emmener dans un hangar isolé. Nicolas, tu dois quitter cette maison maintenant. C'est très dangereux. Je ne peux pas. Si je sors maintenant, ils vont se méfier et changer leur plan. Et nous n'aurons jamais de preuves contre eux. Mais Nicolas, s'il t'arrive quelque chose... » « Gérard, j'ai un plan, mais j'aurai besoin de ton aide. » Nicolas expliqua à Gérard exactement ce qu'il comptait faire. C'était risqué, mais c'était le seul moyen de prendre Isabelle et Bastien en flagrant délit. « Nicolas, c'est de la folie. Si ça tourne mal, au moins Chloé saura la vérité. Et vous aurez les enregistrements comme preuve. » Le lundi matin, Nicolas fut abordé par Bastien dans le jardin. « Nicolas, on a parlé avec la patronne de ta proposition. Elle a accepté. »« Et quand aura lieu la rencontre ? » ?»« Mercredi soir, dans le hangar de la route de Versailles, au kilomètre 15. Tu peux emmener Nicolas là-bas ? » ?»« Je peux. Mais je veux la moitié de l'argent d'avance. »« Du calme, mec. D'abord tu livres Nicolas, ensuite on règle les comptes. »« Bastien, sans argent d'avance, pas de Nicolas. C'est comme ça que ça marche. » Bastien réfléchit quelques secondes. « D'accord, 100 000 euros d'avance. Le reste après que tout soit réglé. » Marché conclu. Nicolas enregistrait toute la conversation. Maintenant, il avait des preuves claires de la conspiration. Le mardi, Isabelle était visiblement anxieuse. Elle téléphona plusieurs fois à quelqu'un, parlant toujours en chuchotant. Chloé remarqua l'anxiété de sa mère et fit une remarque pendant le déjeuner. « Maman, ça va? Tu as l'air nerveuse? »« Je vais bien, ma chérie. Juste préoccupée par des affaires. »« Quel genre d'affaires? »« Rien d'important. Des questions de divorce. » Cet après-midi-là,
Nicolas et Chloé se rencontrèrent une dernière fois avant l'exécution du plan. « Papa, je pense toujours qu'on devrait appeler la police. Ma fille, demain soir tout se résoudra. Mais j'ai besoin que tu fasses exactement ce qu'on a convenu. Si quelque chose tourne mal, tu appelles immédiatement Monsieur Gérard. Papa, je t'aime. S'il te plaît, fais attention. Je t'aime aussi, ma fille. Et après-demain, nous pourrons enfin être une famille à nouveau. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, on continue. Le mercredi, Nicolas se réveilla tôt et fit tous les préparatifs pour le jour le plus important des 4 dernières années. Il avait caché des enregistreurs dans des endroits stratégiques et préparé toutes les preuves qu'il avait collectées. Pendant la journée, Isabelle pouvait à peine dissimuler son anxiété. Elle sortit de la maison 2 fois, revenant toujours plus nerveuse. En fin d'après-midi, Bastien arriva à la maison. Nicolas observa qu'il apportait une petite valise. À cette heure, Bastien s'approcha de Nicolas dans le jardin. « Nicolas, tout est bon pour ce soir ?»« Oui, Nicolas sera là à 9 heures. Et tu es sûr qu'il viendra seul ?»« Sûr. Je lui ai dit que c'était pour une proposition de travail. Il ne se doute de rien. »« Parfait, voici l'argent d'avance. » Bastien remit une enveloppe à Nicolas. À l'intérieur, il y avait 100 000 € en espèces. « Comme convenu. Le reste, tu le reçois demain. » Nicolas rangea l'enveloppe, sachant qu'il était enregistré par l'une des caméras qu'il avait installées. À 8 heures, Nicolas fit ses adieux à Chloé avec une longue étreinte. « Souviens-toi de ce qu'on s'est dit, ma fille. »« Je m'en souviens, papa. Fais attention. » Nicolas sortit de la maison en conduisant la vieille voiture qu'il utilisait comme gardien. Mais au lieu d'aller directement au hangar, il s'arrêta dans une station-service proche et changea de vêtements. Il ôta son uniforme de gardien et mit des habits meilleurs, mais encore simples. Il arriva au hangar à 9 heures précises. C'était un endroit isolé, comme Bastien l'avait décrit. Nicolas gara la voiture et entra dans le hangar, qui était sombre et silencieux. Quelques minutes plus tard, 2 voitures arrivèrent. Nicolas se cacha derrière de vieilles caisses pour observer. Isabelle et Bastien sortirent des voitures et entrèrent dans le hangar. « Où est-ce Nicolas ?» demanda Isabelle. « Il doit arriver ?» répondit Bastien. « Le gardien a dit qu'il serait ici à 9 heures. » Nicolas attendit encore quelques minutes, puis sortit de sa cachette. « Bonsoir », dit-il, avec la voix qu'il avait utilisée comme gardien. Isabelle et Bastien se retournèrent vers lui. Dans l'obscurité du hangar, avec Nicolas portant des vêtements différents et la barbe non rasée, ils ne le reconnurent pas immédiatement. « Vous avez amené Nicolas ?» demanda Bastien. « Oui, je l'ai amené. Il est là. »« Où ?» Nicolas alluma une lampe torche et éclaira son propre visage. « Ici, dit-il, maintenant avec sa voix normale. » Isabelle et Bastien restèrent sous le choc. Isabelle porta la main à sa bouche, sans pouvoir parler. « Nicolas ?» chuchota-t-elle. « Salut, Isabelle. Toi aussi, tu m'as manqué. Mais comment? Tu étais vivant dans la cave de notre maison depuis 4 ans, faisant semblant d'être le gardien pendant que vous planifiez mon départ. » Bastien tenta de courir vers la porte, mais Nicolas l'avait verrouillée de l'intérieur. « Du calme, Bastien. Pas besoin de se presser. Nous avons beaucoup à discuter. »« Nicolas, je peux tout expliquer, » dit Isabelle, essayant de s'approcher. « Peux-tu expliquer l'assurance vie de 2 millions d'euros avec Bastien comme bénéficiaire? Peux-tu expliquer les documents falsifiés? Peux-tu expliquer les 4 ans de trahison et d'humiliation ?» Isabelle se mit à pleurer. « Nicolas, je pensais que tu m'avais abandonné. Quand tu as disparu... » « Je n'ai pas disparu, Isabelle. J'étais là tout le temps, à nettoyer nos salles de bain, à servir le café à tes amis, à être humilié chaque jour pendant que tu planifiais ma destruction. »« Nicolas, tu es fou, dit Bastien, essayant de paraître courageux. Nous n'avons rien planifié contre toi. » Nicolas rit sarcastiquement. « Non? Alors explique-moi ce que vous faites ici, dans ce hangar isolé, après m'avoir fait venir par le gardien. »« Nous voulions te parler, tenta Isabelle. »« Parler? De quoi? De comment vous alliez réclamer l'assurance vie après ma disparition officielle. » Nicolas sortit son téléphone de sa poche et commença à diffuser les enregistrements des conversations entre Isabelle et Bastien des derniers jours. Leurs voix résonnèrent dans le hangar, discutant des détails du plan, de l'assurance vie, du rendez-vous dans le hangar isolé. « Vous êtes fou, dit Bastien. Ça ne prouve rien. »« Non?
Et ça alors? Nicolas montra les photos des documents falsifiés qu'il avait trouvés dans le bureau d'Isabelle. Où ça? Il montra les relevés des transferts d'argent qu'il avait effectués vers des comptes à l'étranger, prouvant qu'il n'avait jamais perdu sa fortune. Ou peut-être ça? Nicolas diffusa l'enregistrement de la conversation qu'il avait eue avec Bastien sur le parking de la salle de sport, où Bastien avouait connaître l'assurance vie et les documents falsifiés. Isabelle s'effondra par terre, en pleurs. « Nicolas, s'il te plaît, pardonne-nous. C'était un moment de folie. Nous n'allions rien te faire, je le jure. Isabelle, vous avez souscrit une assurance vie de plusieurs millions à mon nom sans que je le sache. Vous avez falsifié ma signature sur des documents. Vous m'avez amené dans un hangar isolé en pleine nuit. Qu'est-ce que vous comptiez exactement faire ici ?» Bastien tenta à nouveau de s'approcher de la porte, mais Nicolas bloqua le passage. « Personne ne sortira d'ici avant que tout soit éclairci. Nicolas, tu ne peux pas nous retenir ici contre notre volonté, » dit Bastien. « Si, je le peux. De la même façon que vous m'avez tenu prisonnier dans ma propre maison pendant 4 ans. » Nicolas sortit un autre téléphone de sa poche et appela quelqu'un. « Gérard, peux-tu venir chercher les preuves? Tout est là. »« Qui est Gérard ?» demanda Isabelle. « Mon comptable et mon avocat, et la personne qui va remettre toutes ces preuves aux autorités compétentes. »« Nicolas, on peut régler ça entre nous, » supplia Isabelle. « Pas besoin d'impliquer d'autres personnes. Isabelle, il y a 4 ans, tu aurais pu demander le divorce de façon civilisée. Au lieu de ça, tu as choisi de m'humilier, de me trahir, de falsifier des documents et de planifier ma disparition. Maintenant, il est trop tard pour régler ça entre nous. » Gérard Bernard arriva au hangar quelques minutes plus tard, accompagné de 2 autres personnes. « Nicolas, tu vas bien ?» demanda Gérard. « Je vais très bien, monsieur Gérard. Voici les preuves dont nous avons parlé. » Nicolas remit tous les enregistrements, documents et photographies à Gérard. « Et voici les protagonistes de notre histoire, » dit-il, en pointant Isabelle et Bastien. Les 2 personnes qui accompagnaient Gérard se présentèrent comme des représentants du système judiciaire, spécialisés dans les fraudes matrimoniales. « Madame Isabelle, Monsieur Bastien, vous êtes accusés de conspiration, falsification de documents, fraude d'assurance et tentative d'escroquerie, » dit l'un d'eux. « C'est absurde, » cria Bastien. « Nous n'avons rien fait. »« Les preuves suggèrent le contraire, » répondit le représentant en examinant les documents. « Vous avez le droit de vous expliquer, mais je vous recommande de chercher une assistance juridique. » Isabelle regarda Nicolas avec une expression de désespoir. « Nicolas, par l'amour que tu as eu pour moi, ne fais pas ça. Pense à notre fille. » « C'est justement à notre fille que je pense, Isabelle. Chloé mérite de savoir la vérité sur qui sont ses parents, et elle mérite d'avoir au moins un père en qui elle peut avoir confiance. Nicolas, je te donne le divorce à l'amiable. Tu gardes la moitié de tout, je ne demanderai pas de pension, rien. Ne nous dénonce pas. Isabelle, tu n'as rien à me donner. Techniquement, tu n'as droit à aucun de mes biens. Tous mes biens ont été transférés à notre fille il y a 3 ans. Comment ça? Pendant que tu planifiais ma destruction, je protégeais notre patrimoine. Chloé est officiellement propriétaire de tout. La maison, les entreprises, les comptes bancaires, tout est à son nom. Isabelle pâlit en comprenant qu'elle avait tout perdu. Et moi, Nicolas? Que vais-je devenir? Ça, Isabelle, tu aurais dû y penser avant de planifier mon départ. Les représentants judiciaires escortèrent Isabelle et Bastien hors du hangar. Nicolas resta seul avec Gérard. « Nicolas, comment te sens-tu » demanda le comptable. « Fatigué, monsieur Gérard, très fatigué, mais enfin libre. Et maintenant ? Maintenant, je rentre chez moi, dans ma vraie maison, et je reconstruis ma vie avec ma fille. » Nicolas retourna au manoir à Neuilly-sur-Seine pour la première fois en 4 ans en tant que propriétaire. Chloé l'attendait à la porte, impatiente. « Papa, comment ça s'est passé ?»« C'est fini, ma fille. Enfin, fini. » Père et fille s'embrassèrent dans le jardin de la maison où Nicolas avait vécu comme gardien pendant si longtemps. « Et maintenant, papa? Qu'allons-nous faire ?»« Maintenant, Chloé, nous allons vivre. Vraiment, comme père et fille, comme une famille. » Les jours suivants, Nicolas s'employa à régulariser sa situation. Il recommença à utiliser son vrai nom, reprit le contrôle de ses entreprises par l'intermédiaire de Chloé
et commença à reconstruire son identité. Isabelle et Bastien furent poursuivis pour de multiples crimes. L'affaire fit la une des médias comme l'une des plus élaborées escroqueries matrimoniales jamais découvertes en France. Au cours du procès, d'autres détails du plan firent surface. Isabelle avait effectivement prévu d'utiliser l'assurance vie après avoir simulé le départ de Nicolas. Elle avait un billet d'avion acheté pour le Luxembourg, d'où elle comptait accéder aux comptes bancaires qu'elle croyait exister à l'étranger. Bastien, quant à lui, révéla qu'il avait été manipulé par Isabelle, qu'il avait convaincu que Nicolas l'avait abandonné et qu'ils avaient le droit de se venger. Le procès dura 6 mois. Isabelle fut condamnée à 5 ans de prison pour falsification de documents, fraude et conspiration. Bastien reçut une peine plus légère, 3 ans, pour avoir collaboré aux enquêtes. Nicolas décida de ne pas poursuivre Isabelle pour préjudice moral. Selon lui, les 4 années qu'elle devrait vivre en sachant qu'elle avait tout perdu étaient déjà une punition suffisante. 1 an après la fin de la mascarade, Nicolas et Chloé transformèrent une partie du manoir en centre de soutien pour les hommes vivant des situations similaires d'abus conjugal. Le projet s'appelait « Nouveau départ » et offrait un soutien psychologique et juridique gratuit. Chloé, qui avait pris un congé de son travail au Canada, décida de rester en France et devint associée de Nicolas dans ses affaires. Ensemble, ils reconstruisirent l'empire entrepreneurial qui avait été ébranlé pendant les années de mascarade. Nicolas ne s'est jamais remarié. Selon lui, les 4 ans passés à se faire passer pour un gardien lui avaient appris à valoriser la simplicité et l'honnêteté par-dessus tout. Il menait une vie discrète, loin des projecteurs, se consacrant aux affaires et à sa fille. Isabelle, après avoir purgé 2 ans de sa peine, fut libérée pour bonne conduite. Elle tenta de contacter Nicolas à plusieurs reprises, toujours par l'intermédiaire d'avocats, pour demander pardon et une chance de recommencer. Nicolas ne répondit jamais. Bastien, après sa sortie de prison, déménagea dans une autre région et commença une nouvelle vie. Il n'eut plus jamais de contact avec Isabelle ou Nicolas. 2 ans après les révélations, Nicolas accorda une interview à un magazine national sur l'affaire. Lorsqu'on lui demanda si cela valait la peine d'avoir passé 4 ans à vivre de cette manière, il répondit « Ça en valait la peine. Pas pour l'argent que j'ai pu protéger ou la vengeance que j'ai pu obtenir. Ça en valait la peine parce que j'ai découvert qu'il m'aimait vraiment. Chloé aurait pu choisir de rester avec sa mère quand elle a découvert la vérité, mais elle a choisi de rester avec moi. Cela n'a pas de prix. » Chloé, présente à l'interview, ajouta « Mon père m'a appris que l'amour véritable n'est pas celui que l'on ressent quand tout va bien. C'est celui qui demeure même quand on a tout perdu, même quand on nettoie les toilettes dans la cave de sa propre maison. » Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Nicolas vit une vie pleine et heureuse. Ses affaires ont prospéré, sa relation avec Chloé s'est renforcée et le centre d'aide « Nouveau départ » a déjà aidé des centaines d'hommes vivant des situations similaires. Il habite toujours le même manoir à Neuilly-sur-Seine, mais désormais comme son légitime propriétaire. La cave où il a vécu 4 ans a été transformée en bureau, où il travaille chaque jour, se rappelant toujours d'où il vient et où il ne veut pas retourner. Nicolas dit souvent que les 4 années passées comme gardien ont été les plus difficiles, mais aussi les plus importantes de sa vie. C'est durant cette période qu'il a appris la différence entre avoir de l'argent et avoir de la dignité, entre être riche et être intègre. L'histoire de Nicolas et Isabelle est devenue un cas étudié dans les facultés de droit et de psychologie comme un exemple de la façon dont la cupidité et la trahison peuvent pousser des gens apparemment normaux à planifier des actes extrêmes. Mais pour Nicolas, plus qu'un cas académique, son histoire est un rappel quotidien que la vérité finit toujours par triompher, même si elle met 4 ans à éclater au grand jour. Et quand on lui demande s'il en veut à Isabelle, Nicolas répond toujours « La rancune est un luxe que je ne peux pas m'offrir. Isabelle m'a enseigné des choses précieuses, même sans le vouloir. Elle m'a appris à valoriser ceux qui m'aiment vraiment, à rester humble même en ayant beaucoup, et à ne jamais sous-estimer la force de la vérité. C'est pourquoi, d'une certaine manière, je lui suis même reconnaissant. » Chloé, qui gère aujourd'hui les entreprises familiales avec son père, s'émeut toujours en entendant Nicolas parler ainsi. « Mon père est un exemple de la façon dont la souffrance peut nous rendre meilleurs, pas pire. Il aurait pu sortir de cette situation, le cœur rempli de haine, mais il a choisi de pardonner et d'aller de l'avant. C'est pour ça que je l'admire tant. »
Nicolas et Chloé passent souvent leur dimanche dans le jardin du manoir, au même endroit où il faisait semblant d'être seulement le gardien. Ils plantent des fleurs, entretiennent les arbres et parlent de la vie. C'est dans ces moments-là que Nicolas se sent vraiment en paix. Peu importe combien de millions il a à la banque ou combien d'entreprises il contrôle. Ce qui compte, c'est d'être là avec sa fille, vivant simplement et honnêtement. La richesse n'est pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on n'a pas besoin de feindre d'être, a coutume de dire Nicolas. Et ainsi, 5 ans après la fin de sa mascarade, Nicolas Lefebvre vit la vie dont il a toujours rêvé. Une vie vraie, aux côtés de celle qu'il aime vraiment, sans masque, sans mensonge, sans avoir besoin de se cacher dans la cave de sa propre existence. Le manoir de Neuilly-sur-Seine porte encore les marques de ces 4 années difficiles. La chambre du sous-sol où Nicolas dormait a été préservée telle qu'elle, comme un rappel de son parcours. Les visiteurs du centre Nouveau Départ demandent toujours à voir l'endroit, et Nicolas les y emmène toujours lui-même. Cette chambre représente le fond du gouffre, explique-t-il aux visiteurs. Mais elle représente aussi la preuve qu'il est toujours possible de remonter. Beaucoup des hommes accueillis au centre Nouveau Départ ont vécu des situations similaires: trahison, falsification, tentative de destruction financière et émotionnelle. Tous trouvent en Nicolas non seulement un conseiller, mais un exemple vivant qu'il est possible de surmonter toute adversité. Nicolas n'est pas seulement quelqu'un qui nous raconte une histoire inspirante, dit Charles, l'un des bénéficiaires du centre. C'est quelqu'un qui a littéralement été à notre place, qui comprend notre douleur et notre humiliation. Quand il parle, on le croit, parce qu'on sait qu'il a traversé tout ça. Le centre a reçu de nombreux prix pour son travail social, mais Nicolas tient toujours à partager tout le mérite avec Chloé. « Rien de tout cela ne serait possible sans ma fille, dit-il. Elle a été ma force pendant les moments les plus difficiles, et elle reste mon inspiration chaque jour. » Chloé, de son côté, est devenue l'une des femmes d'affaires les plus respectées de Paris. Son expérience de vie a fait d'elle une leader empathique et juste, toujours soucieuse du bien-être de ses employés. « Grandir en voyant mon père être humilié m'a appris à ne jamais traiter personne avec mépris », explique-t-elle. Peu importe le poste de la personne dans l'entreprise, tout le monde mérite respect et dignité. Les entreprises de la famille emploient aujourd'hui plus de 1000 personnes et sont connues pour leurs politiques humanisées et leurs programmes sociaux innovants. Nicolas a l'habitude de visiter personnellement tous les départements de ces entreprises, discutant avec les employés de tout niveau. Beaucoup ignorent son histoire, mais tous commandent son humilité et sa simplicité. Maître Philippe est différent de tous les patrons que j'ai eus, commente Marie, femme de ménage dans l'une des entreprises. Il salue toujours tout le monde, demande des nouvelles de nos familles, nous traite comme des êtres humains. C'est difficile de trouver un chef comme ça. Nicolas sourit quand il entend ce genre de commentaires. Il sait que son expérience de gardien l'a rendu plus sensible aux difficultés des travailleurs les plus modestes. Quand on a déjà nettoyé des toilettes et servi du café en se faisant humilier, on ne peut plus jamais traiter mal ceux qui font ce travail, réfléchit-il. Les week-ends, Nicolas et Chloé ont l'habitude de rendre visite à Gérard, qui est devenu non seulement le comptable et l'avocat de la famille, mais aussi un ami très proche. « Monsieur Gérard a été mon refuge pendant toute cette folie », raconte Nicolas. « Quand je doutais de faire la bonne chose, il me rappelait mes objectifs et me donnait la force de continuer. » Gérard, qui a déjà 70 ans, est fier d'avoir participé à cette histoire. « Ce fut l'expérience la plus intense de ma carrière, » admet-il. « J'ai géré les affaires de beaucoup de gens riches, mais je n'ai jamais vu quelqu'un avec la détermination et le courage de Nicolas. Il a tout risqué pour prouver son innocence et protéger sa fille. Les réunions des 3 le dimanche sont devenues une tradition. Ils déjeunent ensemble, racontent des histoires et planifient de nouveaux projets pour le centre Nouveau Départ. « C'est drôle », dit Chloé lors d'un de ces déjeuners. « Avant tout ça, nous étions une famille riche mais distante. Aujourd'hui, nous sommes une famille unie et ça vaut plus que tout l'argent du monde. » Nicolas approuve, se souvenant de sa relation avec Chloé avant la mascarade. « J'étais un père absent, toujours en voyage pour le travail, toujours trop occupé pour m'occuper de ma famille. Ironiquement, c'est en vivant comme gardien que j'ai appris à être un meilleur père. » Isabelle, quant à elle, n'a jamais réussi à se relever complètement après le scandale. Elle travaille aujourd'hui comme vendeuse dans un magasin de vêtements en province de Paris, vivant avec un salaire minimum dans un petit appartement. Elle a essayé à plusieurs reprises de reconstruire sa vie,
mais les retombées de l'affaire l'ont toujours entravé. Son nom est devenu synonyme de trahison et d'avidité dans les médias. Selon des proches, Isabelle vit un profond regret pour ce qu'elle a fait. Elle a développé une dépression après son incarcération et n'a plus jamais réussi à nouer des relations durables. Elle a vraiment tout perdu, son mari, sa fille, l'argent, sa réputation, commente une ancienne voisine. C'est triste de voir quelqu'un qui avait tant finir avec si peu à cause de sa propre avidité. Isabelle n'a plus jamais tenté de contacter Nicolas ou Chloé directement. Les seules communications ont eu lieu par l'intermédiaire d'avocats, toujours pour tenter de négocier une aide financière qui n'a jamais été acceptée. Nicolas, lorsqu'on l'interroge sur la situation d'Isabelle, montre toujours une sérénité impressionnante. « Je ne prends aucun plaisir à voir Isabelle souffrir, dit-il, mais je ne me sens pas non plus obligé de la sauver. Elle a fait ses choix, maintenant elle doit en assumer les conséquences. » Chloé, de son côté, admet qu'elle a parfois pitié de sa mère. « Même si elle a fait des choses terribles, c'est quand même ma mère, confie-t-elle. Mais je comprends que mon père ne puisse pas l'aider. Ce serait comme récompenser quelqu'un qui a essayé de le détruire. » L'histoire de Nicolas est devenue le sujet de livres, de documentaires et même d'une mini-série télévisée. Toutes les productions ont été réalisées avec son conseil, pour garantir que les faits soient rendus avec précision. Et il est important que les gens comprennent que ce n'est pas une histoire de vengeance, explique Nicolas. C'est une histoire de persévérance, de lutte pour la vérité, de protection de ceux qu'on aime. Le livre « 4 ans dans la cave », écrit par Nicolas avec l'aide d'un journaliste renommé, est devenu un best-seller national. Tous les revenus du livre sont destinés au centre « Nouveau départ ». Je n'ai pas écrit le livre pour gagner de l'argent, précise Nicolas. Je l'ai écrit pour montrer qu'il y a toujours une issue, même dans les situations les plus désespérées. Le livre a reçu des critiques très positives, louées non seulement pour son histoire impressionnante, mais aussi pour la manière dont Nicolas a su transformer sa douleur en enseignement. Nicolas Lefebvre ne se victimise pas, a écrit un critique littéraire. Il raconte son histoire avec dignité et sagesse, transformant une expérience traumatique en leçon de vie pour nous tous. Aujourd'hui, à 55 ans, Nicolas se considère comme un homme accompli, non pas pour l'argent qu'il a récupéré ou les affaires qu'il a reconstruites, mais pour la paix intérieure qu'il a réussi à atteindre. J'ai appris que le bonheur ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins, réfléchit-il. Pendant 4 ans, j'ai vécu avec le minimum, et j'ai découvert que le minimum peut suffire quand on a des personnes qui vous aiment vraiment. Chloé, aujourd'hui âgée de 33 ans, est devenue une femme forte et indépendante. Elle fréquente un architecte depuis 2 ans, mais elle n'est pas pressée de se marier. Après avoir vu ce que mes parents ont vécu, j'ai appris à valoriser les relations basées sur l'honnêteté et le respect, dit-elle. Je ne vais pas me marier juste pour me marier. Quand ce sera le cas, ce sera avec quelqu'un qui m'aimera vraiment, en toutes circonstances. Nicolas approuve totalement l'attitude de sa fille. Chloé a appris très tôt la différence entre l'amour vrai et l'intérêt, dit-il. Elle saura bien choisir. L'avenir de la famille Lefebvre semble prometteur. Les affaires continuent de croître, le centre Nouveau Départ s'étend à d'autres villes, et le père et la fille entretiennent une relation de plus en plus proche. Parfois, je me demande ce que serait ma vie si tout cela n'était pas arrivé, dit Nicolas. Probablement, il serait devenu un homme d'affaires riche, mais éloigné de sa famille, sans comprendre la valeur des choses simples de la vie. D'une certaine manière, ces 4 années m'ont sauvé d'une vie vide. C'est cette perspective qui fait de Nicolas une personne spéciale. Au lieu de garder de la rancœur ou du ressentiment, il a choisi de transformer sa souffrance en sagesse, son humiliation en humilité, sa douleur en force pour aider les autres. Mon père est un exemple de la façon dont nous pouvons choisir qui nous voulons être, indépendamment de ce qui nous arrive, se vante Chloé. Il aurait pu devenir une personne amère et vengeresse, mais il a choisi d'être quelqu'un de meilleur. Et ainsi, l'histoire du millionnaire qui a feint la faillite pendant 4 ans est devenue bien plus qu'une affaire de justice ou de vengeance. Elle est devenue une histoire de rédemption, de la force du véritable amour, de l'importance de la persévérance et de la façon dont la vérité finit toujours par triompher. Nicolas Lefebvre a prouvé que, peu importe à quel point on tombe bas, il est toujours possible de remonter. Et plus important encore, il a prouvé que parfois, il faut descendre jusqu'au fond du gouffre pour découvrir qui l'on est vraiment
est ce qui compte vraiment dans la vie. Aujourd'hui, quand il regarde le jardin de son manoir, Nicolas ne voit pas seulement un bel endroit bien entretenu, il voit l'endroit où il a fait semblant d'être gardien, où il a été humilié, où il a planifié sa rédemption. Mais il voit aussi l'endroit où il a retrouvé sa fille, où il a appris la valeur de la simplicité, où il a découvert que la véritable richesse ne se mesure pas en argent. Ce jardin est le symbole de mon parcours, dit-il. Ici, je suis mort en tant que la personne que j'étais, et je suis rené en tant que la personne que je voulais être. Et quand le soleil se couche sur Neuilly-sur-Seine, illuminant le manoir où tout s'est passé, Nicolas et Chloé s'assoient souvent sur le même banc où tant de fois il a fait semblant d'être juste le jardinier. Maintenant, cependant, ils s'assoient en tant que père et fille, en tant que famille, en tant que survivants d'une histoire qui aurait pu les détruire tous les deux, mais qui, au final, les a rendus plus forts et plus unis que jamais. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette histoire de dépassement et de persévérance? Nicolas a-t-il pris la bonne décision en faisant semblant d'être gardien pendant 4 ans? Laissez votre avis dans les commentaires avec des mots sincères. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.